nous nous engageons en faveur d'une toute autre politique. La réalité un jour pourrait peut-être dépasser la fiction. Je dis stop. La réalité est comme souvent nuancée. Mais c'est énorme. Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Politique, fiction. Bertrand Haine et Baptiste Tupin. Et si je doute, si j'hésite, si je ne sais pas, et si en entrant dans le bureau de vote, je ne sais toujours pas pour qui voter. Il y a des gens qui prennent leur décision finale en étant dans la file au bureau de vote. Et si je fais partie des indécis, cette catégorie un peu oubliée dans l'interprétation des sondages. Nous estimons ce pourcentage à peu près à 20% des électeurs. Qui sont les indécis politiques ? Peuvent-ils faire basculer l'élection ? Et comment s'orienter en politique quand on hésite ? La première chose à faire, je crois que c'est renoncer au vote parfait. Enquête sur ceux qui hésitent et sur le doute en politique. Salut Baptiste. Salut Bertrand. Alors aujourd'hui, un numéro un peu spécial de politique fiction. Plutôt qu'un scénario, tu t'es intéressé à ceux pour qui la certitude est une fiction, ceux qui ne savent pas encore à quelques jours du scrutin ce qu'ils vont faire dimanche prochain. Ouais, aujourd'hui, focus sur ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. On vote dans quelques jours, dans quelques heures maintenant. Eh bien, il y a une partie des électeurs qui ne sait toujours pas pour qui voter. C'est ce qu'on appelle donc les indécis. Oui, des indécis dont on ne parle jamais, en fait, ou pas très souvent dans les sondages. Tu as donc décidé de t'y intéresser. D'abord, est-ce qu'on sait combien sont ces indécis ? Alors, à l'heure où l'on parle, non. Mais il y a 3 semaines, dans la dernière étude qui a été publiée, eh bien, ils étaient environ 20%. 1/5 du corps électoral ne savait pas encore ce qu'il allait faire dans l'isoloir. Ce chiffre a sans doute évolué depuis, car c'est dans les derniers jours de la campagne que le choix des indécis se fixe. Les moments qu'on est en train de vivre sont donc décisifs. Alors, je te dis tout ça, mais je vais un peu vite en besogne, parce qu'en fait, je ne tire pas tout ça de mon pouce. Pour établir ça, il a d'abord fallu essayer de savoir qui étaient évidemment ces indécis. Et c'est plutôt compliqué. Heureusement, je suis tombé sur un projet de recherche de plusieurs universités. Alors, il y a l'université d'Anvers, il y a l'ULB, il y a l'UCL, la VUB, la KU Leuven, elles y sont à peu près toutes. Et Ghent. Il n'y a pas Liège, d'accord, notamment. Pardon. Voilà. Et c'est vraiment un projet passionnant sur le comportement des électeurs, des électrices de toute la Belgique. Et ils avaient déjà mené ce projet en 2019, ce qui est toujours bien, car on va pouvoir comparer leurs résultats. Ce qui s'était passé à ce moment-là. Ouais, en effet. Et ce projet, il prévoit d'interroger les électeurs à plusieurs moments de la campagne, et d'ailleurs après également, donc il n'est pas terminé, afin de voir ce qui évolue dans leur comportement, dans leur prise de décision. Et donc, il y a un volet consacré aux indécis, et figure-toi que tous ces chercheurs se réunissaient il y a 3 semaines, dans un bâtiment du Fonds flamand pour la recherche, c'est l'équivalent du FNRS, côté francophone. Timing parfait, donc pour politique fiction, j'ai foncé comme la vérole sur le bas clergé. Il y a beaucoup d'enquêtes qui demandent après quand est-ce que vous avez fait votre décision finale. J'arrive donc dans une grande salle, dans un bâtiment proche du Parlement, qui vient d'être rénové. 2 politologues sont en train de discuter. Ils m'ont donné rendez-vous. Il y a là Jean-Benoît Pilet de l'ULB et Stéphane Walgraaf de l'Université d'Anvers. Ma première question, eh bien, c'est d'abord combien ils et elles sont ces fameux indécis. C'est Stéphane Walgraaf qui me répond d'abord. Nous estimons ce pourcentage à peu près à 20% des électeurs. Et c'est la même chose du côté flamand que du côté francophone. À peu près 20% des gens disent, quand on leur demande quand il y aurait des élections maintenant, pour qui vous voterez, 20% des gens disent non, je ne sais pas vous dire pour qui je voterai. Et alors, ça c'est mi-mai, mais vous aviez fait donc un premier coup de sonde en janvier. Ça évolue ? Est-ce que la campagne, le fait de faire campagne, d'avoir des contenus dans les médias, de débats, etc., a réduit le nombre d'indécis ? Très très peu. 1 ou 2% de gens moins qui sont indécis maintenant, mais il y a presque pas de changement. Mais ça va changer dans les semaines qui suivent. Mais à ce moment-ci, donc 3 semaines, 4 semaines avant les élections, il n'y a pas de changement en comparaison avec plusieurs mois
avant. Donc, Bertrand, quand on entend Stéphane Walgrave, au moment où tu as fait cette interview, il y a quelques semaines déjà... Il y a 3 semaines. Ça veut dire que entre janvier et mi-mai, toute la campagne, tous les efforts déployés par les partis politiques pendant cette longue période de pré-campagne, tous ces efforts n'ont pas fait bouger grand-chose. Ceux qui savaient pour qui voter savaient, et les indécis, à ce moment-là, ils sont toujours indécis. Oui, et c'est déjà un premier renseignement très précieux. C'est que c'est dans les tout derniers moments de la campagne que les indécis vont faire leur choix. Au moment où l'on parle, donc maintenant, quelques jours avant le scrutin. Sprint final. Oui, exactement, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on a programmé cette émission maintenant. Et jusque dans l'isoloir, figure-toi, il y a une partie de ces indécis qui vont décider au moment d'entrer dans l'isoloir. Écoute justement, c'est ce que raconte Jean-Benoît Pilet de l'ULB. Mais effectivement, ce qu'on voit dans plusieurs études en Belgique et ailleurs, c'est qu'il y a 2 groupes. Ceux qui disent en fait j'avais décidé très tôt. Et donc nous, on voit déjà au mois de janvier, ils disent qu'ils ont décidé très tôt, ils peuvent encore changer d'avis, mais la plupart du temps, ils sont assez stables. Et puis un groupe qui va déclarer par après, moi j'ai décidé la dernière semaine, les derniers jours, et certains vont même dire j'ai décidé le dernier jour. Donc on peut imaginer qu'il y a des gens qui prennent leur décision finale en étant dans la file au bureau de vote. Et donc effectivement, la campagne, elle se cristallise vraiment dans les derniers jours, et c'est aussi quelque chose qu'on observe dans les sondages électoraux. On dit parfois les sondages se sont trompés. Mais, alors, les sondages sont pas parfaits, mais les sondages aussi, même s'ils interrogent 5 jours avant, il y a encore une bonne partie de l'électorat qui peut changer. Et si cet électorat indécis de dernière minute se rue sur le même parti, ça peut vraiment fortement changer le résultat de l'élection. Donc, au moment où l'émission est diffusée, c'est vraiment un moment où les derniers se décident, et ces derniers ne sont pas portion négligeable. Donc, si on résume, il y a 3 semaines 20% environ d'indécis. Ils sont en train de se décider maintenant, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ils vont se décider. Qu'est-ce qui va déterminer le parti pour lequel ils voteront in fine ? Oui, c'est évidemment la question à laquelle tout le monde, et surtout les partis d'ailleurs, aimeraient avoir la réponse. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'on entend par indécis. Est-ce que ce sont des gens qui ne savent absolument pas pour qui voter et qui s'en foutent un peu? Oui, qui n'y connaissent rien. Voilà, ou... ouais, c'est ça, qui peut-être se distancient de la politique, ou est-ce que ce sont des gens qui apprécient la politique, mais qui hésitent entre 2 partis? Avoue que c'est quand même pas la même chose. C'est pas le même scénario, non? Mais c'est le même mot, indécis. Alors cette fameuse étude, elle propose aux gens de répondre à une question, est-ce que vous savez pour qui voter? Ceux qui savent donnent un score de préférence pour leur parti préféré, et généralement il est assez haut, 8 sur 10. Les indécis, eux, donc, ils n'ont pas fait un choix définitif, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas du tout pour qui ils voteraient. Ils ont quand même des partis de préférence, et là, ils donnent des scores de 6 sur 10. Et puis, ils ont un deuxième parti, voire un troisième parti qui est généralement assez proche. Donc, indécis, on pourrait dire que c'est plutôt hésitant qu'ignorant. On retrouve Stéphane Walgrave. Les indécis, quand on leur demande de donner un score entre 0 et 10, tous les partis, on voit que les 2 premiers partis sont assez près. Donc ça veut dire qu'ils ont une préférence pour une partie ou pour plusieurs partis, mais ces préférences sont assez près. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore distingué les partis vraiment. Mais donc, il y a un vrai doute entre 2 partis, par exemple, et sans doute, ils vont choisir entre ces 2 partis. Donc, ils ne sont pas tout à fait indécis. Il y a une préférence, mais les 2 premiers partis ou les 3 premiers ne sont pas encore distingués d'une manière suffisante. D'accord. Jean-Benoît Pilet, ça veut dire que associer indécis et désintéressé de la politique, c'est un raccourci. Oui, c'est un raccourci. L'impression, c'est qu'en fait, les gens qui rejetteraient véritablement la politique, qui seraient très cyniques à l'égard de la politique, ils ont déjà fait un choix, sans doute un choix de ne pas aller voter, ou un choix de voter pour un parti protestataire, mais ils sont pas dans une indécision, ils sont pas en train de se dire, mince, j'hésite entre les engagés et le MR, ou entre Groen et Vooruit, c'est pas ce profil-là. Alors là, Bertrand, je pense que c'est une nuance importante dans cet épisode. Indécis ne veut pas dire indifférent. Non, pas du tout. D'ailleurs, pour tout te dire, je suis moi-même encore
indécis. Sur les 3 scrutins, j'ai pas encore tout à fait mon choix. Et on en entend beaucoup, je trouve, en ce moment. Oui, on est souvent interrogé comme journaliste politique. Pour qui est-ce que je dois voter? J'ai rarement aussi souvent entendu cette question que pendant cette campagne-ci. Ouais. Et d'ailleurs, toi, t'as fait ton choix déjà? Pas encore tout à fait. Voilà. On a déjà 2 indécis autour de la table. Mais bref, continuons notre enquête. Donc, on sait que les indécis sont environ 20%, qu'ils hésitent, qu'ils ne se désintéressent pas de la politique, ça on l'a compris. Allons plus loin. Est-ce qu'on sait dire qui ils sont de manière plus précise? On se dit que les plus jeunes, par exemple, seraient sans doute plus indécis que les autres. Je teste mon hypothèse auprès de Jean-Benoît Pilet. Alors, il y a effectivement une différence au niveau des catégories d'âge. Et en fait, la différence principale, c'est que ce sont les électeurs les plus âgés qui sont moins indécis. Donc, quand on regarde les personnes qui sont âgées à 65 ans et plus, là, on a des taux d'indécision qui tournent autour de 15%. Par contre, si on prend les générations les plus jeunes, mais c'est au sens très large parce que ça reste ces chiffres-là de 18 à 45 ans, là on va plutôt être autour de 24-25% d'indécision. Donc il y a une différence, mais la singularité c'est surtout le groupe des plus âgés qui eux sont beaucoup moins indécis que les autres. Et ça c'est ce qu'on voyait dans des études précédentes. Ils votent toujours sur des bases très identitaires. J'appartiens à ce parti politique, j'appartiens à ce pilier, j'appartiens à ce groupe politique où j'ai des préférences idéologiques très très nettes et très très stables. Ils sont aussi moins volatiles. Ces électeurs plus âgés, ils ont moins tendance de changer de parti d'une élection à l'autre et donc forcément ils décident beaucoup plus tôt alors qu'il y a un peu plus d'indécision chez les jeunes. Donc ça c'est la première différence au niveau de l'âge. Mais la différence principale dans le portrait des indécis, c'est l'indécision beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes parmi les électeurs qu'on a sondés. On a un taux d'indécision de 14% chez les électeurs hommes. Et on a un taux d'indécision de 26% chez les électeurs femmes. Donc on a presque 2 fois plus d'indécision chez les électrices que chez les électeurs. Et ça, c'est la différence majeure. Comme on vous l'a dit précédemment, il n'y a pas de différence majeure entre francophones et flamands. Il n'y a pas de grosse différence non plus au niveau du niveau de diplôme. Il y a des petites différences. Mais la vraie différence majeure, c'est les électrices sont beaucoup plus nombreuses à se dire indécises maintenant qu'on est à quelques semaines du scrutin que les électeurs. Une vraie différence homme-femme donc, selon cette étude. J'avoue que ça m'étonne un peu. Les femmes sont plus indécises. Est-ce que l'étude est parvenue à savoir pourquoi? Non, pas vraiment, je t'avoue. Nos 2 politologues, en fait, hésitent entre 2 hypothèses. Je résume. Soit les femmes ne sont pas, en fait, plus indécises, mais elles ont tendance à le dire aux enquêteurs. Elles l'admettent plus facilement. Franchement, peut-être qu'ailleurs, oui. C'est, on pourrait dire, une différence de style dans le déclaratif, ce qu'on ose dire face à un enquêteur qui nous interroge. Soit, c'est la deuxième hypothèse, il y a effectivement plus d'électrices que d'électeurs qui sont dans l'hésitation, on va dire peut-être aussi dans la nuance. Là, il faudrait des études plus poussées pour répondre à cette question. Bon, donc l'âge joue, le genre aussi, mais le diplôme, est-ce que la position sociale joue aussi dans l'indécision? Alors, moins que le genre, par exemple, mais quand même. Et là, figure-toi que les chercheurs Stéphane Walgrave et Jean-Benoît Pilet ont découvert des choses vraiment intéressantes. Alors, il y a des différences, et ce qui est intéressant, c'est que ces différences, elles ont changé par rapport à notre enquête de 2019. Donc en 2019, l'indécision, elle était un peu plus forte chez les personnes qui n'avaient pas eu la chance de faire des études très longtemps, donc qui n'avaient pas pu aller au-delà de l'école primaire, qui n'avaient pas pu terminer leur enseignement secondaire. C'est là que l'indécision était la plus forte. C'est plus le cas en 2024. En 2024, l'indécision, elle est un peu plus forte chez les personnes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Et donc là, on a un changement. Et ça nous amène vraiment à nous questionner pourquoi est-ce que maintenant on a une indécision plus forte chez les plus hauts diplômés et un peu moins forte chez les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller très loin dans leur parcours scolaire. Et là, on pourrait émettre 2 hypothèses. Une première hypothèse, c'est que les électeurs moins diplômés, ils ont des partis qui leur parlent plus directement ces dernières années en Belgique. Le Vlaams Belang a une stratégie très claire à l'égard des personnes moins diplômées. Le PTB en Wallonie et à Bruxelles, un petit peu moins en Flandre, a une stratégie aussi très claire par rapport à ces électeurs moins diplômés. Donc peut-être qu'en fait, ils sont décidés plus tôt parce qu'ils sont décidés soit pour le PTB, soit pour le Vlaams Belang. Ça, c'est une première hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'on verrait émerger chez les plus diplômés et même chez des gens intéressés par la politique une forme d'indécision parce qu'ils sont intéressés par la politique, mais ils sont pas complètement satisfaits de l'offre partisane.
Et ça, on voit beaucoup dans les enquêtes sur les générations politiques. On voit que chez les jeunes, il n'y a pas forcément moins d'intérêt pour la politique, mais il y a moins d'intérêt pour la politique électorale, partisane. Par contre, des enjeux, il y a eu les marches pour le climat, maintenant il y a le conflit Israël-Palestine, où il y a les questions d'égalité homme-femme. C'est des sujets qui intéressent les jeunes, et en particulier les jeunes diplômés, mais qui ne relient pas à la politique électorale en Belgique. C'est une bonne chose, hein. Ça veut dire que, dans une certaine mesure, c'est une intégration plus profonde qu'avant de ces groupes moins diplômés dans la politique. Et oui, la conséquence, c'est que ces groupes se sentent adressés par ces partis et ils expriment moins de doutes sur leur choix. Donc ça c'est une interprétation peut-être optimiste. Peut-être la connexion ou le match entre l'offre et la demande est mieux maintenant qu'il y a, pour les moins diplômés, qu'il y a 5 ans. Bon, ça c'est intéressant. Il y aurait donc une évolution. Les moins diplômés, qui étaient les plus indécis en 2019, le sont moins aujourd'hui, sans doute parce qu'il y a un changement dans l'offre politique, qu'il y a des partis qui leur parlent plus qu'avant. Oui, et donc tu noteras que les chercheurs remarquent que les indécis ne sont pas apolitiques, mais que leur rapport à la politique les lie moins peut-être directement à un parti qu'à un autre, ce qui nous amène à notre grande question. Mais qu'est-ce qui va finalement convaincre les indécis? Est-ce qu'ils pourraient faire basculer l'élection? C'est un peu pour ça qu'on a fait tout ce travail. Ouais. Bon, ben voilà la réponse. Probablement 80 ou 90% des gens vont voter pour la première partie. Donc, c'est pas vraiment ils sont pas totalement indécis. Et je pense que c'est très rare que dans les campagnes en Belgique, que le rapport entre les partis change vraiment dans les campagnes. Donc, je pense que c'est peu probable que les rapports entre les partis vont être tout à fait différents à la fin de la campagne en comparaison avec le statut des partis à ce moment-ci. En 2019, en Flandre, on a vu que, dans notre enquête de 2019, on a vu que Groen a perdu peut-être 3-4%, Vlaams Belang a gagné 3-4% dans les dernières semaines, NVA a perdu 3-4%. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas de changement de 5, 10, 20%. Chez nous, en Belgique, ces choses, on ne les voit pas. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a des changements dramatiques dans la campagne. On n'a jamais vu ça en Belgique. Peut-être 2024, c'est la première fois, mais je pense que c'est peu probable. Après, il y a quand même un élément qui pourrait encore jouer, c'est que dans d'autres enquêtes, on a vu que les électeurs à 3 semaines, 2 semaines des élections, ils ont une idée des partis qui se présentent, ils ont une idée des leaders qui se présentent, mais ils n'ont pas encore forcément regardé quels étaient les candidats dans leur circonscription qui vont se présenter. L'identité des candidats, pour qui on vote, ça arrive sur le tard. Et ça peut être un élément de changement dans les derniers jours de la campagne, surtout si ces candidats sont des gens qu'on connaît ou qui ont pu faire du porte-à-porte ou être présents sur les marchés, dans les rues. Bertrand, on arrive au bout de cet épisode. Au moment où l'on parle, les indécis sont en train petit à petit de se décider. Ils ont encore quelques jours. On apprend que leur choix va influencer évidemment l'issue du scrutin, mais sans doute pas dans des proportions aussi énormes qu'ailleurs. Par exemple aux Pays-Bas où on voit naître ou disparaître des partis d'un scrutin à l'autre. Mais est-ce qu'on peut terminer par un petit conseil? Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui hésitent encore et qui écoutent ce podcast? Alors, c'est pas simple de donner des conseils en la matière. J'avoue ne pas savoir nécessairement par quel bout le prendre. Et puisque je ne sais pas, eh bien, j'ai été demandé à quelqu'un que j'estime plus compétent que moi sur cette question. J'ai été demandé à quelqu'un que tu connais bien, Vincent Corbiter, oui. Le directeur de Centre de recherche et d'information sociopolitique. Et il est aussi philosophe. Et il s'est prêté au jeu. Voici donc un de ses conseils. Il en avait beaucoup, j'en ai retenu un aux électeurs indécis. La première chose à faire, je crois que c'est renoncer au vote parfait. Renoncer à l'idée qu'on va trouver un parti politique ou un candidat ou une candidate avec lequel on est complètement d'accord. Il y a à peu près aucune chance que ce soit le cas. Parce qu'il y a aujourd'hui une quinzaine, une vingtaine au moins de grands sujets sur lesquels les partis politiques ont des positions différentes.
trouver un parti qui, sur tous les sujets qui nous importent, a les bonnes positions qui vont nous convaincre, nous rassurer, c'est quasiment impossible. Or, on peut, pour un niveau de pouvoir donné, exercer son vote que par un seul bulletin. On ne peut pas panacher et choisir 2 ou 3 partis. Donc, il faut renoncer au vote parfait. À partir de là, puisqu'il faut choisir des priorités, je pense qu'il faut s'interroger dans les 2 sens. Quels sont les quelques éléments fondamentaux que je veux que le parti que je choisis défend, mette en avant dans son programme? 2, 3, 4 priorités fondamentales. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme ligne rouge? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas voir un parti politique me promettre ou risquer de faire? Et quand on est au clair sur 2, 3 priorités, 2, 3 refus radicaux, on peut commencer à s'orienter dans les programmes et écarter un certain nombre de formations politiques en se disant là, de toute évidence, ça ne convient pas. Et puis on va se retrouver devant un certain nombre de choix qui, si tout va bien, subsisteront, mais qui ne seront pas idéaux. Inévitablement. Et donc, forcément, il faut se renseigner, après s'être mis au clair, ou alors on peut travailler de la manière inverse. Je vais d'abord aller voir ce que les partis proposent. Je vais voir, par exemple, systématiquement les sites internet des principaux partis, ou des nouveaux partis que je connais moins et sur lesquels j'ai toutes les raisons de m'informer, et puis je vois comment je réagis. Je découvre finalement des sujets ou des priorités auxquels je ne m'attendais pas et je me rends compte que j'incline dans telle direction plutôt que dans telle autre. Mais de toute façon, il y aura un sacrifice à faire, le sacrifice du vote parfait, ça me paraît incontournable. Le sacrifice du vote parfait, c'est une belle formule. C'est finalement ce qui est le plus difficile sans doute pour les indécis, mais à quoi il faut bien se résigner à entendre Vincent de Corbiter. Je trouve que c'est assez déculpabilisant. On n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec un parti ou une personnalité. C'est finalement impossible et ça permet de faire un choix peut-être sans culpabilité, plus serein, ce conseil de Vincent de Corbiter. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un des éléments, moi, que j'ai découvert dans cette étude sur les indécis, c'est que, ce sont en bonne partie, sans doute, des gens qui ont peut-être un rapport plus humble à la politique, peut-être aussi qui se posent plus de questions que les convaincus. C'est pas un défaut, au contraire, moi j'aime plutôt bien les gens qui doutent. Donc voilà, je pense qu'effectivement, déculpabiliser, et puis puisqu'on arrive quand même dans les dernières heures, se poser, prendre un petit peu de temps pour s'informer et essayer avec les lignes rouges ou ce qui est important, de fixer son choix. On a encore un peu de temps, donc c'est parfait. On se retrouve donc la semaine prochaine, après le scrutin, pour un nouveau numéro de Politique Fiction. On continue à dresser des scénarios pour appréhender la Belgique autrement, même après les élections.